Bonjour. Bonjour. Un policier, ça arrête combien de personnes en un an? Ça dépend. Hein. S'il y a beaucoup de méchants, on arrête beaucoup. Mais s'il n'y en a pas, on n'arrête personne. Ça va? Robert et Murat font partie du service proximité de la zone de police Bruxelles-Midi. Ce jour-là, nous les accompagnons en patrouille dans les rues de la commune d'Anderlecht. Ça va? Bien. Madame. Comment ça, vous n'avez pas de marche arrière? N'oubliez pas votre ceinture. Madame. C'est dur. Ah là, c'est faire avec. Hein. En cette période de vacances d'été, pour éviter les débordements, une heure de fermeture est imposée aux cafetiers. Bonjour. C'est juste pour info, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est café doit être fermé à 1h du matin, jusqu'à 6h. La consommation d'alcool en rue, elle, est totalement interdite. L'heure est à la prévention et au dialogue. Bonjour monsieur. Pour info, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus boire de la bière sur la voie publique. Parce que si là, je vous verbalise direct, vous allez me dire que je n'étais pas au courant. Oui, voilà. À Anderlecht, beaucoup de Belges sont issus de l'immigration. Ici, un tiers des habitants a moins de 25 ans. Un public qui entretient parfois des relations compliquées avec la police et qui n'hésite pas à le dire aux principaux concernés. C'est les meilleurs policiers! Tu veux me faire un câlin? Allez. Il y a un truc bizarre, hein. Comment? Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Les nouveaux policiers, là. Comment ça? Ils sont chauds, hein. Chauds comment? Ils sont chauds maintenant. Ben, si t'es pas chaud, ils ne sont pas chauds. Non, ils sont devenus chauds pour rien. Ils sont plus gentils qu'avant. Ah, ça? Allez. C'est bonne journée. Hein. Salut. Un travail de proximité indispensable pour apaiser certaines tensions. Des tensions provoquées par deux affaires récentes où le comportement de la police a suscité colère et indignation. Il y a d'abord cette vidéo de deux inspectrices en patrouille qui se filment et qui tiennent des propos racistes en insultant les habitants de certains quartiers. Lemons, on n'a pas peur, on vous emmène. Malgré la gravité des faits, les deux policières n'ont pas été licenciées. L'une a été mutée dans une autre zone de police, l'autre travaille toujours à Anderlecht. Elle passe ici avec la musique à fond, en nous injurant de macaques, de sapus, de je sais pas quoi. Si t'es au Front National ou t'as des idées comme ça, ben choisis ton camp. Hein. Et puis, il y a ce qui est vécu comme un véritable traumatisme. La mort d'un jeune de 19 ans après une course-poursuite avec la police, et dont le prénom est associé à la lutte contre les violences policières. C'est un jeune qui avait toute sa vie devant lui, je veux dire, ça, je sais, parce que toute sa vie devant lui. Hein. C'est chaud, quoi, je veux dire, c'est pas un truc... Mais je vais te dire que le collègue qui était impliqué là, il n'était pas bien pendant des jours et des jours. Ça, c'est quelque chose qui était... Oui, ça c'est... Oui, voilà, Nous sommes le 10 avril 2020, place du Conseil à Anderlecht. Sur ces images de caméras de surveillance que nous nous sommes procurées, on voit Adil Charo circuler à moto avec l'un de ses amis. Les voyant passer, un véhicule de police décide de les suivre. Un peu plus loin, grâce à d'autres caméras, on voit les deux motos croiser la route d'une autre patrouille. La voiture fait alors demi-tour pour se joindre à l'intervention. La suite, c'est une course-poursuite sur près de 3 km dans les rues d'Anderlecht. À quelques centaines de mètres de son domicile, poursuivi par deux voitures de police, Adil Charo entre en collision avec une voiture qui arrive en sens inverse. Ce véhicule est une voiture de police banalisée arrivée en renfort. Malgré l'arrivée des secours, Adil Charo décède sur place des suites de ses blessures. Sa mort enflamme alors toute la commune. De violentes émeutes éclatent. Les policiers font face au sentiment d'injustice de toute une partie de la jeunesse. Tu te dis ça peut être toi, moi aussi j'ai déjà roulé en scooter, et j'ai déjà fait des petits délits. Mais est-ce que c'est au prix de ma vie? Il y a des parents qui ont perdu un enfant. Ça aurait pu être mon petit frère. C'est pour ça qu'on s'identifie à toutes ces histoires. Une enquête est ouverte. Les premières conclusions ne tardent pas. Il s'agirait d'un accident. La police, elle, n'aurait aucune responsabilité dans la mort d'Adil Charo.
Aucun indice sérieux de l'existence d'une infraction pénale n'a été retenu. L'exploitation des enregistrements des communications radio ne révèle aucun élément relatif à une éventuelle concertation des policiers. 3 ans après les faits, la justice s'apprêtait à abandonner les charges contre la police lorsqu'à investigation, nous avons mis la main sur un document explosif. Document qui concerne la personnalité du policier impliqué dans la collision mortelle. L'affaire allait être classée, mais le policier mis en cause dans le dossier est accusé de racisme par l'une de ses collègues et il se serait vanté aussi d'avoir tué Adil. Des accusations qui ressortent d'une lettre signée par 18 policiers. 18 policiers qui dénoncent ces propos racistes à l'égard de collègues d'origine étrangère, des faits de harcèlement moral et sexuel vis-à-vis de plusieurs policières et des propos ambigus quant à son implication dans la mort d'Adil Charo. Des accusations envoyées à la hiérarchie et dont le chef de corps en personne a pris connaissance. Contacté à l'époque de nos révélations, Jürgen de Lancer estimait avoir pris les mesures qui s'imposaient. On m'a dit, écoute, ça ne va pas, il est lourd, comme on dit en français, il est beauf. On est intervenu. Et finalement, on l'a déplacé. Après, nous, on n'entend plus rien. Mais donc beauf, mais pas raciste. Non, pas raciste. Un changement de service, mais aucune sanction disciplinaire. De quoi provoquer l'indignation de ceux qui réclament sa suspension immédiate. Justice pour Adil! Justice pour Adil! Justice! Le dossier est mis à l'agenda d'un conseil de police. Assis aux côtés des 3 bourgmestres de la zone, le chef de corps affronte la colère et rejette les accusations d'impunité qui lui sont adressées. Moi, je veux justice pour Adil et je veux justice pour Adil. Un policier sous le coup d'une enquête pour homicide involontaire. Accusé de racisme par plusieurs de ses collègues. Est-ce un cas isolé ou le reflet de comportements plus répandus? À investigation, on s'est posé la question. Moi, je n'ai pas ce sentiment, ni autour de moi, ni dans la zone, qu'il y a ce racisme structurel. Une certitude, qu'elles surviennent sur fond de racisme ou non, les violences policières en Belgique sont peu documentées. On ne sait même pas le nombre de morts au cours d'une intervention policière en Belgique par année. Selon nos estimations, ces 10 dernières années, 42 personnes ont perdu la vie après une intervention de la police. 8 rien qu'en 2023. Il faut briser le silence autour des violences policières en Belgique. Il faudrait qu'à un autre, une fois pour toutes, il y ait une condamnation quelque part. La majorité de ces décès suspects ont un point en commun. On a quasi exclusivement des personnes d'origine étrangère ou issues de la diversité. Quelque part, la violence policière s'exerce sur des cibles qui sont fragilisées socialement. Avec des documents exclusifs, on a mené l'enquête sur plusieurs décès suspects. Des cas ultra minoritaires, mais qui ont pour conséquence de nuire fortement à l'image de la police. Pour vous, un certain nombre de décès qui ont lieu dans des commissariats de police aurait pu être évité. Une enquête impossible à réaliser sans l'aide de ces policiers révoltés par le comportement de quelques collègues ou par ce qui peut se passer à l'abri des regards. Les seuls dossiers qui aboutissent véritablement, c'est lorsqu'il y a des policiers qui dénoncent parce qu'ils constatent que des collègues font des choses qui sont inadmissibles. Il y a des sanctions qui sont prises. Ça veut dire qu'ils sont écartés du terrain? Ils sont écartés ou parfois sanctionnés avec des retenues sur salaire, avec des blâmes, avec des choses comme ça, où ils peuvent être mutés d'un autre service si on voit que ça ne va pas. Des affaires de violence policière mortelles et d'autres plus quotidiennes, lors desquelles des jeunes accusent la police de racisme et de mauvais traitements. Tous les jours, il y a un contrôle qui tourne mal. Que ce soit par une plaque, par une insulte, une façon de parler qui est déplacée. Il faut se poser la bonne question. C'est peut-être parce que ce sont toujours les mêmes qui se mettent en évidence de la mauvaise manière. Peut-être un, il va arriver, il a envie de mettre ses gants et de se défouler un peu. Il arrive, il se défoule. Et voilà, qui va savoir? Personne ne va savoir. Ces images ont été prises au bord de la Lesse, à la fin du mois de juin dernier. Elles montrent l'agression dont ont été victimes une centaine d'élèves de Molenbeek en sortie scolaire. Yacine, à 17 ans, c'est l'un des élèves les plus âgés à avoir participé à l'excursion. Il nous a raconté comment un banal incident s'est petit à petit transformé en un véritable règlement de compte. C'était vraiment chouette. On se lançait un peu de l'eau dessus, on s'amusait quoi. Jusqu'au moment où un élève de 2e secondaire a percuté un kayak. La personne qui était face à lui
Directement des insultes, des insultes, des insultes. Mais on se doutait vraiment pas de ce qui allait arriver. On arrive sur la petite rive, là sur le côté, dans la descente de la Lesse. Et donc moi, en descendant du coin de l'œil, je vois quoi? Je vois une dizaine de gaillards, comme ça, en position quarterback, donc qui se tenaient vraiment tous ensemble, comme ça. Et moi, boum, je ramasse directement une pêche au niveau du nez et des lèvres. Et donc là, il me donne des coups, je tombe par terre. Et là, c'est là qu'il y a un de ses camarades qui arrive, donc qui le dépasse, qui me prend par le cou, il me rentre la tête dans l'eau. Et là, il y a ces 4 camarades, avec les pieds, les mains, avec des morceaux de bois. Il y en a un qui a pris un morceau de bois et qui me l'enfonce dans le ventre. Il suffisait juste que le morceau de bois qu'il soit un peu plus aiguisé, un peu plus pointu peut-être, puis j'aurais fini empalé dans la laisse. Au moins un des agresseurs se présente comme policier de Molenbeek. Et la manière dont certains sont habillés semble en dire long sur leurs intentions. Il faut savoir qu'ils avaient donc un t-shirt Picole municipal. Quand on se vide rapidement, on voit police municipale. Mais quand on y prête un peu plus attention, c'est vraiment Picole municipal qui est écrit. Ils étaient alcoolisés, parce qu'ils sentaient quand même l'alcool. Et ils avaient une grosse cuve dans le dos, avec l'espèce de tige là, pour boire l'alcool, et pas mal de packs de bière du coup. Pour moi, s'ils avaient la possibilité d'en finir, ils l'auraient fait. Je crois que s'il y en a un qui avait eu l'idée de prendre une pierre, ils n'auraient pas hésité. De la violence, mais aussi des propos racistes, notamment à l'égard de Mika, 13 ans, élève de 2e secondaire. Violemment frappé, il a eu plusieurs côtes froissées, une commotion et un profond traumatisme. Moi, à peine arrivé, j'ai été attaqué, violemment tiré de mon kayak, tabassé, insulté, des propos racistes, comme sale noir, tu vas mourir. Ils étaient 2-3 sur moi. Il y avait un qui ne voulait pas me lâcher. Je suis tombé par l'arrière et j'ai perdu connaissance. J'arrivais plus à remonter dans l'eau et un camarade de ma classe est venu m'aider. Il essayait de me tuer. Toi, tu dis qu'on a voulu te tuer, tu as eu ce sentiment-là? Oui. J'ai senti que c'était fini. J'allais mourir comme ça, faire tabasser par des policiers. Une éducatrice de l'école décide d'appeler la police, mais quand elle finit par arriver, les élèves ne se sentent pas davantage en sécurité. Il y a l'un des agresseurs qui vient s'identifier chez les policiers de Dinan, dire que je suis policier de Molenbeek. Et voilà, ils discutent comme ça, tu fais quoi ici, tout ça, comme si de rien n'était. Ils se foutaient de nous, on peut dire. En fait, les agresseurs sont devenus les agressés. Donc ils sont mis sur le côté, ils parlaient tranquillement avec eux. Nous, on a vraiment été triés comme du bétail. Bon, vous mettez là, les filles là, les garçons là. Ils ont commencé, les policiers, à nous prendre en photo. Donc franchement, on se sentait vraiment pas soutenus. Le seul moment où je me dis qu'il a fait son boulot, c'est quand il a réussi à retenir le long chauve là, qui crie et qui menace mon éducateur, enfin qui nous menace tous du coup. Nos élèves ne sont pas en sécurité, monsieur, à cause de vous. Et il le retient un peu. Des menaces et des promesses de représailles sont proférées. Vous faites ce que je vous demande. Ah ouais, t'inquiète pas, toi. J'ai bien ton visage. Malgré cela, le policier de Molenbeek n'est pas inquiété et semble vouloir encore en découdre. Oui, il va faire le tour. Je suis sûr qu'il y en a un qui a fait le tour. De retour à l'école, les élèves sont accueillis par le chef d'établissement. Un directeur sous le choc qui prend en charge les premières démarches. J'ai constaté qu'ils étaient en état de choc, qu'ils avaient des blessures, des lésions, des hématomes. J'ai demandé aux personnes blessées, aussi bien aux élèves que les membres du personnel, de se rendre directement à l'hôpital aux urgences. Je suis resté en contact avec eux jusqu'à 4 h du matin. J'ai été moi-même aux urgences à 4 h du matin pour récupérer les 2 derniers élèves qui restaient à l'hôpital. Vous saviez à ce moment-là que c'était des policiers? Des élèves m'ont raconté que les individus l'ont dit clairement qu'on est des policiers de Molenbeek, mais moi, personnellement, je n'y ai pas cru. Dès le lendemain des faits, la bourgmestre de Molenbeek et un commissaire de police se rendent à l'école pour rencontrer les jeunes. Le discours de la bourgmestre, c'était « Ne portez pas plainte, le commissaire, ça va aller. En gros, laissez passer cette histoire. Passez votre année, passez vos examens, concentrez-vous sur vos examens.
et ça va aller. La bourgmestre de la commune, Catherine Moureau, a accepté de répondre à nos questions. Par téléphone, elle dément fermement toute tentative de dissuasion. J'ai quand même des éléments qui sont un peu interpellants, notamment de la part des élèves qui me disent que de votre côté, vous les avez dissuadés de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Et moi, jamais, c'est bien le contraire. J'ai commencé la réunion en leur disant de porter plainte. L'affaire n'en reste pas là et prend une tournure politique. Après une rencontre avec plusieurs élèves et leurs encadrants, la ministre de l'Enseignement dépose plainte contre les policiers au nom du gouvernement. Les jeunes que j'ai vus, mais aussi les adultes, étaient encore véritablement en état de choc plusieurs jours après. Si ce sont des policiers qui leur ont porté des coups de manière volontaire et hors tout contexte normal, ils perdent, eux, tous leurs repères, en fait. Et c'est ça aussi qui m'a semblé dangereux dans cette affaire, c'est de me dire, mais ces jeunes, ils ont besoin d'un signal aussi de l'autorité pour leur dire, on va réparer cette confiance. Et donc, la première chose à faire, c'est de faire la lumière sur les faits et que la justice puisse faire son travail. Porter plainte. C'est aussi ce qu'ont essayé de faire plusieurs élèves et leurs parents au principal commissariat de Molenbeek. Ils ne voulaient pas écouter. Ils ne les laissaient même pas parler. Et c'est là qu'ils ont dit, voilà, faites vite, prenez quand même des formulaires, mais allez faire ça dehors parce que bientôt, les policiers qui étaient dans le coup vont bientôt arriver. Si vous trouvez ici, ça ne sera pas bien. Du côté de la police locale, ce qui s'est passé en Bordelaise ne serait pas resté sans suite. C'est en tout cas ce qu'elle explique dans un communiqué. Les policiers concernés ont été affectés à des tâches internes, et ce jusqu'à nouvel ordre. Un dossier a été ouvert afin de pouvoir prendre les mesures disciplinaires appropriées. Pourtant, plusieurs jeunes affirment avoir vu en rue les policiers en question. Et cela, quelques jours après les faits. Ils rôdent autour de l'école en tenue de policier. On a les photos, genre, on voit. Il y a même un de mes camarades qui avait pris une photo, on voit le gars vraiment au milieu de la place avec sa tenue. Et c'est un des gars qui était là, hein. Il castagnait bien comme il faut. Ils savent où on habite parce qu'ils nous ont pris en photo, tout ça. Ils ont leur technique pour retrouver les gens. Donc en fin de compte, on se sent pas en sécurité. On est où? On est dans un pays de droit. On commence à avoir des sentiments d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, il est remonté jusque dans les bureaux du délégué général aux droits de l'enfant. Lui aussi a eu écho de ces menaces et ces intimidations. C'est vrai qu'on a eu différents témoignages par la suite, qu'il y avait des mesures de représailles à l'égard des éventuels jeunes ou témoins qui auraient voulu déposer plainte contre les policiers. Alors cette affaire, elle est un peu particulière parce que les policiers ne sont pas en service à ce moment-là. Ils font un team building et une mise au vert, et donc ce n'est pas dans le cadre d'un contrôle classique. Les policiers, c'est les seuls acteurs qui ont le monopole de la violence légitime. Et donc, ils doivent être encore plus exemplaires que la plupart des fonctionnaires de la fonction publique. Franchement, à tout moment, je me dis, quand je suis dehors ou quoi, je me dis, s'ils me contrôlent et c'est eux, qu'est-ce qui va se passer? Après, bon, moi, je suis typé, hein. J'ai la tête qu'ils n'aiment pas, malheureusement. Est-il possible que des policiers soupçonnés de brutalité sur des mineurs restent actifs sur le terrain? On est là parce qu'il y a une justice de classe. Retour en janvier 2021. Une manifestation tolérée dans le centre de Bruxelles se termine par l'intervention musclée des forces de l'ordre. 232 personnes, dont 86 mineurs d'âge, sont arrêtées et emmenées dans les cellules des casernes à Etterbeek. Sur place, plusieurs jeunes d'origine étrangère accusent la police de les avoir frappés et insultés. Parmi eux, un jeune de 17 ans, Pearly, qui participait pour la première fois à une manifestation. Un policier est arrivé, a donné mon nom. Du coup, je me suis levé parce que je pensais que j'allais sortir. Et après, à ce moment-là, on m'a jeté par terre et 5 policiers ils m'ont donné des coups de pied, ils m'ont frappé.
Les autres, en entendant, ils disaient aux autres personnes de baisser la tête, sinon ils se prenaient des claques. Et il y a des insultes qui partaient aussi. La question que je me pose, est-ce que c'est dû à ma couleur de peau ou à mon prénom que je me suis fait violenter? Je sais pas, je pense, mais je suis pas sûr. Tu le penses? Je pense, oui. Alexandre est le père d'un autre jeune interpellé par la police. Son fils était ce jour-là dans la même cellule que Pearly. Il lui a raconté comment il avait assisté impuissant aux violences à l'encontre de son meilleur ami. 5 policiers vont prendre un jeune au hasard, enfin pas tout à fait au hasard puisque on va prendre plutôt Pearly qui est noir et on va le tabasser. On va le tabasser à 5 pendant que les autres policiers qui sont cagoulés, qui sont avec matraque et bouclier, empêchent les autres d'intervenir. Donc ça c'est le modus opératoire qui va se reproduire de cellule en cellule à la consternation y compris de certains policiers qui assistent à la scène. Mais il n'y a pas que le comportement de certains policiers qui suscite l'indignation du papa. Il y a aussi l'attitude du bourgmestre de la ville de Bruxelles. Je vais entendre le bourgmestre Claus qui à la télévision va expliquer que le problème c'est les jeunes, c'est pas la police. C'est les jeunes qui étaient à un endroit où ils ne devaient pas être alors qu'il avait donné une autorisation pour cette manifestation pour un temps déterminé. Et donc là je rentre en ébullition, donc je contacte des parents, je contacte des jeunes, on crée ensemble un collectif et on va réagir par rapport à cette version qui nous semble tout à fait ne pas remettre en cause les policiers qui ont été à la fois violents et racistes. Le bourgmestre, c'est le chef de la police locale. En tant que chef, c'est lui qui sanctionne un policier lorsqu'il se rend coupable de graves faits de violence. Contrairement à d'autres bourgmestres, Philippe Claus a accepté de répondre à nos questions. Évidemment que c'est interpellant. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Dans la limite des procédures, j'ai reçu ces jeunes avec la police. Vous savez, un bourgmestre, il est là pour créer du dialogue. Il n'est pas là pour être juge. Attention, on n'est pas des shérifs, je le répète souvent. Mais vous auriez pu sanctionner ces policiers administrativement, sachant que vous avez été interpellé, je pense, par d'autres policiers qui dénonçaient les comportements de leurs collègues. Il y a des sanctions qui sont prises. Je ne vais pas les commenter pour ne pas stigmatiser, mais il y a eu des policiers qui ont eu des attitudes qui n'allaient pas, franchement, et qui ont été sanctionnés. Ça veut dire qu'ils sont écartés du terrain? Ils sont écartés ou parfois sanctionnés avec des retenues sur salaire, avec des blâmes, avec des choses comme ça, où ils peuvent être mutés d'un autre service si on voit que ça ne va pas. Sur les 11 policiers impliqués, 6 exercent toujours dans le même peloton d'intervention. 5 ont été déplacés dans une autre zone. Parmi eux, plusieurs sont aujourd'hui inculpés de violence, de traitements inhumains et dégradants, avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis par des policiers. Quand je vois une voiture de police ou quelque chose comme ça, je me tiens bien parce que j'ai peur et j'ai cette crainte de violence et de racisme de la police. Cette peur de la police, ce sentiment d'être traité différemment à cause d'une couleur de peau ou d'une origine étrangère, grandit encore chez certains jeunes avec la mort récente en France du jeune Naël abattu à bout portant par un policier après un contrôle. Les images font le tour du monde et des émeutes éclatent jusqu'en Belgique. La police procède à des arrestations préventives. Des mineurs sont interpellés en plein centre de la capitale. Certains dénoncent du profilage ethnique et des arrestations arbitraires sur base de la couleur de peau. Doucement, ce sont des mineurs. Quand vous avez un jeune qui fait 30 degrés et qui se promène avec un cache-cou passe-montagne, à mon avis, il ne vient pas faire les boutiques rue Neuve, ou plutôt il vient les faire. Et désolé, moi je ne vais pas attendre qu'on casse la rue Neuve pour pouvoir intervenir. Il n'y a pas de profilage ethnique à la police? Non, il n'y a pas de profilage, évidemment. On a vraiment une police qui, dans son travail quotidien avec les quartiers, n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Elle connaît sa population, elle lui parle, elle sait ce qui se passe. Face aux critiques, la ministre de l'Intérieur décide de réagir. Les plus hautes autorités de la police sont convoquées pour parler de ce profilage ethnique à l'égard de certaines catégories de la population. Sa communication est prudente, mais très claire. On est convaincu, et je crois que je dois convaincre personne ici, que le profilage ethnique et par extension discriminatoire n'a pas de place dans des contrôles par la police. On ne veut pas dire que c'est un problème structurel, mais si on écoute notre population, surtout les jeunes,
Ça peut se faire que parfois les jeunes ont l'impression que la police cherche plutôt un groupe dans notre société plutôt qu'un autre groupe. Cette position irrite la police et l'un de ses syndicats les plus influents. Pour ce syndicat, le profilage ethnique, ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une utopie, c'est un fantasme. Madame Verlinden, à part fédérer tous les syndicats contre elle, elle n'a rien réussi dans son mandat. Son mandat est catastrophique. Et donc, elle essaye de redorer son blason en disant « Oui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en tirer à Bruxelles, en tout cas, un certain vote communautaire. Et donc, je vais parler de ça parce que j'estime que... Et bien sûr que ça ne peut pas exister. Mais il faut se poser la bonne question. C'est peut-être parce que ce sont toujours les mêmes qui se mettent en évidence de la mauvaise manière. » Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Cibler une certaine partie de la population, la contrôler davantage, une pratique courante dans le chef de certains policiers. De nombreux experts en sont en tout cas convaincus. C'est le cas de la coordinatrice de l'Observatoire des violences policières. Plusieurs sociologues et anthropologues ont dit ont pu prouver qu'il y avait vraiment un ciblage de certaines catégories de la population, à tel point que certains auteurs parlent de clientèle policière. Et ces catégories tout le temps ciblées, ce sont les jeunes hommes noirs ou arabes, particulièrement des quartiers populaires. Et ça, c'est vraiment la cible du travail policier. Donc ça veut dire la cible des contrôles, la cible des fouilles, la cible éventuellement des arrestations. Tous les jours, il y a un contrôle qui tourne mal. Que ce soit par une claque, par une insulte, une façon de parler qui est déplacée. Tu sais déjà, dans un contrôle, vous êtes 4, qu'on vous contrôle. Maintenant, posons-nous la question, s'il y a 4 grands-mères blanches dans la voiture qui roulent à 3 h du matin dans un quartier, on ne les contrôlera jamais. Mais déjà, comment se fait qu'on ait cette peur de la police? C'est à partir de là, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Retour sur notre premier dossier, celui du décès lors d'une course-poursuite d'Adil Charot, 19 ans. Pour la justifier, la police explique l'avoir suivi ce soir-là pour un comportement suspect, une conduite imprudente, un défaut d'immatriculation, voire un non-respect du couvre-feu. 4 motifs avancés dont on ignore aujourd'hui la véracité. Si vous voulez faire un délit de fuite ou refus d'obtempérer, on va vous poursuivre. On ne va pas sortir la calache et tirer sur le véhicule en fuite. Hein. C'est pas ça du tout qui est prévu chez nous. Donc, il y a une espèce de plaisanterie d'un goût sans doute douteux, mais qui circule sur les réseaux sociaux, disant, vous savez, pour ceux qui prétendent que les flics tirent sur tout ce qui bouge, eh bien, quand un policier vous fait signe de vous arrêter, arrêtez-vous. Comme ça, vous risquez plus rien. Fouad est bénévole dans une maison de jeunes fréquentée par plusieurs amis d'Adil. Pour lui, la façon dont la police a tenté de l'interpeller ne se justifiait pas. Il a commis quoi? Un petit délit. On le laisse partir. Le policier, il sait qui il est. Hein. Faut pas croire qu'il ne sait pas c'est qui. Il sait que c'est Adil qui est sur la bécane. Je veux dire, vous, c'est clair que les policiers savaient qu'ils prenaient en charge Adil? Ah, bien sûr. Certains. Ouais. Certains. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on essaie de traficoter les paroles, Adil était connu des policiers. Point à la ligne. Je veux dire, comme les jeunes connaissent les policiers. Hein. Tu vas le retrouver après, puis c'est tout. À la police, il existe une règle qui encadre l'ensemble des interventions sur le terrain. C'est celle de la proportionnalité. L'usage de la force doit se faire de manière raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi et qui ne peut être atteint autrement. Cet objectif doit bien évidemment être légitime. L'usage de la force doit être précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant. L'affaire Adil Charot fait l'objet d'une enquête judiciaire et 2 questions essentielles se posent. L'intervention de la police était-elle proportionnée? Et puis, quelles sont les circonstances exactes de la collision? Je me permets de vous rappeler que c'est Adil qui est allé percuter un véhicule de par sa conduite complètement irresponsable. Ça, c'est la justice qui doit le dire. On est encore en instruction judiciaire. Oui, tout à fait. Donc on attend la fin de l'enquête. C'est le rapport de l'expert. Comme nos confrères du Soir et du média indépendant Blast, Investigation a pu consulter ce rapport. Il privilégie la thèse de l'accident et la version avancée par le policier impliqué dans la collision. Le comportement du motocycliste Charot est manifestement fautif. Mais une contre-expertise réclamée par la famille de la victime arrive à une toute autre conclusion. Le policier serait responsable du décès d'Adil Charot. Le véhicule de police s'est déporté vers sa gauche, réalisant son objectif, faire barrage à la progression du 2 roues.
Sur base de ces expertises, nous avons reconstitué les deux versions de la collision. Tout d'abord, celle de la première expertise automobile, pour laquelle Adil roule à vive allure, en suivant de très près une camionnette qui le précède. Et lorsqu'il tente de la dépasser, il vient percuter la voiture banalisée qui arrive en sens inverse. Ce serait donc un accident lié à une tentative de dépassement imprudente du conducteur du scooter. Passons maintenant à la contre-expertise. Ici, Adil suit la camionnette, mais de plus loin. Et c'est la voiture du policier qui se déporte sur l'autre bande pour venir percuter le scooter. Selon cet autre expert, la collision serait la faute du policier qui a tenté de faire barrage avec son véhicule. On a essayé de faire barrage au niveau de l'école Erasme, il nous est rentré dedans. Faire un barrage, ce sont les mots du policier dans sa radio quelques secondes à peine après la collision. Comme le souligne la contre-expertise, ces déclarations ne figurent nulle part dans la première expertise. 14 jours après les faits, lors d'une première audition devant les enquêteurs, le policier rectifie ses déclarations. Je réfléchissais avec mon collègue comment faire un barrage en toute sécurité comme prescrit par nos procédures judiciaires, c'est-à-dire en laissant une échappatoire afin d'éviter tout accident. Autre élément, le premier expert n'a pas pris la peine de visionner les images de caméras de surveillance de la voie publique. Des images sur lesquelles on voit que le feu de position du scooter d'Adil était bien allumé et pas éteint, comme le mentionne son rapport. Et puis, il y a la question de la visibilité. Reprenant les affirmations du policier, le premier expert indique que ce dernier n'a pas pu voir Adil arriver en sens inverse. Or, la route où a eu lieu la collision est longue et droite, ce qui permet, selon le deuxième expert, de conclure à une visibilité étendue portant sur plusieurs centaines de mètres. Pour le contre-expert, aucun doute, la première expertise automobile doit être écartée. Ce document repose sur une description orientée du déroulement des faits et sur une absence manifeste de visionnage des vidéos disponibles. Une telle analyse mène inévitablement à une description du mécanisme de l'accident qui est non fondée et qui ne résiste pas à l'analyse. Ces nouveaux éléments remettent en cause la version du policier impliqué dans la collision. Peu après son décès, certains articles de presse ont fait état d'antécédents judiciaires dans le chef d'Adil Charo, à la stupéfaction de tous ceux qui le connaissaient. Je pense que c'est primordial de remettre les choses au clair. Adil n'avait pas de casier judiciaire. Je pense que c'est important parce que l'image qui est restée souvent des gens quand je leur parle, qui ne connaissent pas la situation. Ah ouais, mais il a commis des délits, il n'avait qu'à s'arrêter. On retrouve tout le temps les mêmes phrases. Des propos officiellement confirmés dans ce courrier envoyé par un juge de la jeunesse aux parents d'Adil peu après son décès. Il y a une vérité judiciaire qui a démontré qu'Adil ne pouvait pas être considéré ni aux yeux de la loi ni de la société comme un délinquant. Criminaliser certains jeunes. Adapter son mode d'intervention en fonction du public visé. Pour ce criminologue, c'est comme cela que se comportent certains policiers. S'il a en face de lui quelqu'un qu'il sait être relativement solide d'un point de vue, on va dire culturel, juridique, etc., pour réagir, pour éventuellement porter plainte, etc., ben, il va évidemment adopter les règles, qui est tout à fait logique. Alors vous aurez des policiers qui vont, quelque part, profiter de la situation lors de contrôle. On en a observé, ça existe, c'est rapporté dans la littérature. Des policiers qui, quelque part, tutoient, sont parfois un peu plus brusques, tiennent des propos racistes. Direction le commissariat d'Emostène, le principal commissariat de la police d'Anderlecht. Lors de notre investigation, beaucoup de jeunes nous ont raconté le racisme, les humiliations et les violences qu'ils disent y avoir subies. On entend les histoires. Hein. Quand on fréquente du monde, on entend toute histoire. On entend tous la même chose, et c'est de Démosthène, comme ça peut être de tous les commissariats. Quand tu te fais arrêter, comme on dit chez nous, c'est toi et ta chance. Soit ils sont dans un bon jour, soit il est dans un mauvais jour. Peut-être un, il va arriver, il a envie de mettre ses gants et de se défouler un peu. Il arrive, il se défoule. Et voilà, qui va savoir? Personne ne va savoir. Nous retrouvons Robert et Murat, les deux policiers avec lesquels nous avons patrouillé.
Avec eux, nous visitons les cellules du sous-sol. Une fois qu'ils rentrent, vous avez des matelas, vous avez des couvertures propres qui sont là. Et il y a le kit de nourriture qu'on leur donne aussi. Pour les casques que vous voyez, en général, il y a certains suspects, quand on les amène ici, ils sont tellement énervés, ou bien parfois ils se mettent des coups de tête, et puis ils disent que bon, ils ont été violentés par les services de l'ordre. Donc pour éviter souvent, quand on voit qu'ils sont un peu trop agités, on leur met des casques. Pour assurer la sécurité des uns et des autres, il existe une surveillance à distance en permanence dans chacune des cellules. Ce sont les cellules pour toutes les personnes arrêtées sur la zone. Comme vous pouvez le constater, elles sont équipées de caméras de vidéosurveillance qui sont reliées au dispatching et au bureau des chefs postes. S'il se passe quelque chose, ils sont au courant. Attention, ces images sont d'une extrême violence. Ces caméras, elles peuvent aussi être très utiles quand une situation dérape. Elles ont été prises dans une cellule dont on vient de faire la visite. Elles montrent un policier frapper durement un individu privé de liberté. Coup de poing, coup de genou, étranglement. Il faut l'intervention d'un supérieur pour arrêter ce passage à tabac. S'agit-il d'un cas isolé? D'autres images sur lesquelles nous avons mis la main semblent démontrer le contraire. Les faits se déroulent cette fois dans un couloir du même commissariat. On y voit le même policier asséner plusieurs coups de poing à un jeune homme menotté. De nombreux collègues assistent à la scène sans intervenir. Ces images, nous décidons de les montrer au chef de corps, le supérieur hiérarchique du policier impliqué dans ces violences. Un entretien accordé à la fin de notre enquête et qui se déroule en présence d'une commissaire et de la responsable de la communication. Oui, je connais le dossier. Okay. C'est un dossier encore qui date juste d'avant mon arrivée. Mais ce sont évidemment des comportements qui sont inacceptables par un policier, que nous n'acceptons pas. Il y a eu une sanction disciplinaire lourde prononcée par le collège de police. Donc il y a une sanction disciplaire lourde qui a été prononcée contre ce policier. Oui. Oui. Ce gars, dès que je suis arrivé, il a été déplacé vers un service intérieur. Il n'a plus d'armes de service, il sort plus sur le terrain. Le salaire du policier aurait également été raboté, mais on ignore sur quelle durée. Selon plusieurs sources, l'homme serait aujourd'hui en charge de l'audition de victimes et de suspects. Une personne qui se rend coupable de ce type de comportement a encore sa place à la police? C'est pas à moi de juger ça. Mais la sanction disciplinaire n'aurait pas pu aller jusqu'à la révocation, par exemple, en disant, écoutez, là, manifestement, vous n'êtes plus en capacité d'exercer le métier de policier. Là, il faut regarder ce que le jugement fait. Un jugement plutôt clément pour le policier violent. D'autant plus que les deux personnes agressées n'ont pas porté plainte. Résultat, pas de condamnation effective. Vous êtes d'accord que si ce genre de fait n'est pas puni, il y a une culture de l'impunité? Évidemment, évidemment, évidemment. Et je trouve que c'est la preuve qu'on a réagi. Et qu'on réagit quand c'est nécessaire, quand on a les informations, on le fait immédiatement. Un policier violent, filmé par des caméras de surveillance, qui n'écope pour seule sanction que d'une mutation dans un autre service au sein de la même zone de police. Cela renforce encore un peu plus le sentiment d'impunité d'une partie de la population. On ne peut pas se défendre de ça. Ils savent que derrière, ils sont protégés. Parce que si derrière, ils n'étaient pas protégés, on verrait beaucoup moins de bavures policières, mais énormément moins. J'imagine même pas le nombre de plaintes qu'il doit y avoir à la police des polices, déjà premièrement, et le nombre de plaintes qui n'ont pas abouti. Cette impunité à l'égard des violences commises par certains policiers, Fouad en entend parler quasi chaque jour. Vous amenez 2-3 jeunes, ils vous le diront concrètement qu'ils ont été victimes de violences policières au commissariat des Mosènes. Je veux dire, si c'était une fois de temps en temps, on pourrait dire ouais, c'est peut-être lui qui fabule, mais quand c'est des remontées qui reviennent à chaque fois, c'est qu'à un moment ou à un autre, on se pose quand même des questions. Mais je pense que les jeunes ont peur aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Ils ont peur, une fois qu'ils sont dans le commissariat, de ces violences policières, d'une bavure. Rien ne justifie des baffes. Rien ne justifie des baffes. Des soupçons de violence et un suicide qui posent question. En 2015, Dieu merci, Kanda est placé en cellule dans ce même commissariat anderlechtois.
Il serait resté pendu au barreau pendant une vingtaine de minutes avant qu'un policier n'intervienne. Malgré l'incrédulité de sa famille, la justice a depuis lors classé le dossier. Un suicide dans une cellule de commissariat. C'est la version avancée par la police de Bruxelles juste après le décès en janvier dernier de Sourour Abouda, 47 ans. 2 mois jour pour jour après sa mort, un bon millier de personnes sont rassemblées devant le palais de justice de Bruxelles. Lorsque j'ai perdu ma mère, du jour au lendemain, ma mère faisait partie de ces personnes qui donnaient sans compter. Toute personne l'ayant croisée de loin comme de près savent à quel point son âme était pure. La phrase que je ne cessais de lui répéter était « Je te remercie d'être la personne que tu es, car ça fait la personne que je suis ». Sourour Abouda élevait seule son fils de 20 ans. Elle était une figure bien connue du secteur associatif et culturel, une personne appréciée de ses collègues et de ses nombreux amis. Souvent, dans les situations de violence policière, eh bien, on se retrouve à une dizaine devant le palais de justice. Là, Sourour, eh bien, pas de chance pour cette fois-ci, pour la police. C'était quelqu'un qui avait énormément de connexions. C'est quelqu'un qui avait une famille qui lâchera rien. Que dire d'une société qui laisse une citoyenne mourir seule dans une cellule sans surveillance? Selon la police, Sourour Abouda se serait donc suicidé. Une version à laquelle ne croit absolument pas sa famille, qui a saisi la justice et un juge d'instruction. Comment est morte Sourour Abouda? Il y a toujours beaucoup d'interrogations autour du décès de cette femme dans un commissariat bruxellois. Pour tenter de connaître la vérité, la famille a choisi d'être défendue par Selma Ben Khalifa, l'une des avocates les plus réputées dans les matières de violence policière. On annonce en fait un suicide alors même qu'il n'y a pas d'autopsie qui conclut au suicide. Donc on annonce un suicide préalablement à toute enquête. Il faut dire que les zones d'ombre sont nombreuses. D'abord, en ce qui concerne les dernières heures qui ont précédé sa mort. S'il te plaît, Sourour, viens prendre le taxi. Viens. Sourour, viens. Non, viens. Sourour, soit je te mets dans un taxi. Nous sommes le 11 janvier 2023. Ce soir-là, Sourour Abouda vient de fêter la nouvelle année avec ses collègues. Sur ces images filmées à la sortie d'un restaurant, elle n'est visiblement pas dans son état normal. Sa directrice, avec laquelle elle a passé la soirée, finit par parler à la maman de Sourour. J'aimerais bien mettre Sourour dans un taxi parce que je suis un peu inquiète pour elle. Les médicaments et l'alcool, je crois que c'est pas un bon combo. Moi, mon inquiétude, c'est qu'elle soit en sécurité, que demain elle puisse venir travailler et qu'elle se mette en sécurité parce que là, je crois qu'elle n'est plus en état de se mettre elle-même en sécurité. J'arrive, je vais arriver. Je prends un taxi. Ah oui, je vais prendre un taxi. Allez, à demain. Sourour Abouda monte effectivement dans un taxi, mais ne rentre pas chez elle. Elle s'arrête dans plusieurs cafés et consomme de l'alcool jusqu'au petit matin. Vers 6 heures, un couple d'Allemands contacte la police. Ils expliquent que Sourour Abouda est assise dans leur voiture, refuse d'en sortir et qu'elle tiendrait des propos incohérents. Depuis sa fenêtre, un témoin qui assiste à la scène nous raconte ce qu'il a vu. Je me suis dit qu'il y avait un vrai gros problème, alcoolisée c'est sûr, et je ne pense pas qu'elle était dans son état normal vu comment elle hurlait, et c'était vraiment assez impressionnant. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis déplacé. Nous nous sommes procuré le rapport d'intervention de la police. Étrangement, l'état d'ébriété de la victime n'est mentionné nulle part, que du contraire. Le discours de Sourour Abouda est incohérent, mais elle ne sent pas l'alcool et elle ne présente aucun signe d'ivresse. Néanmoins, elle est très hystérique. Sourour avait bu ce soir-là et c'est indéniable. Il y a eu une soirée entre collègues où tous ses collègues même d'une grosse association étaient présents et où tout le monde a dit qu'elle avait beaucoup bu. Ensuite, elle est sortie de cette soirée et elle a continué à boire, à faire la tournée des bars. Beaucoup de gens l'ont vue et elle était saoule. C'est ce que confirme l'expertise toxicologique
à laquelle nous avons eu accès. Avec un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, Sourour Abouda est dans un état proche du coma éthylique. Si elle avait été vue dans un hôpital, il est probable que le médecin aurait demandé de la garder à l'hôpital, parce qu'elle n'était pas en état d'être détenue dans une cellule. Et ça n'a pas été fait. Pourtant, c'est bien ce qu'impose la procédure. Quand une personne est en état d'ivresse, sous l'emprise de drogue ou de médicaments, le policier qui effectue l'intervention doit faire appel à un médecin. Ce dernier doit vérifier si la personne est apte à être placée en cellule. En jargon policier, on appelle cela le vu soigné. Or, sur base des constatations erronées de la police, Sourour Abouda ne verra pas de médecin. Elle est finalement embarquée pour être placée dans une cellule de commissariat où elle perdra la vie quelques heures plus tard. C'est particulièrement grave qu'un PV initial contienne des éléments qui sont faux, pire, des éléments qui sont mensongers. Il y a une différence entre dire quelque chose de faux parce qu'on s'est trompé ou dire quelque chose de faux en sachant pertinemment que c'est faux. Si les policiers se rendaient compte que dès qu'on écrit quelque chose de faux dans un PV, on risque une sanction, eh bien, il y aurait évidemment beaucoup moins de faux. Mourir dans une cellule de commissariat de police. Cela nous fait directement penser à l'histoire de Josef Chovanec. Le 18 février 2018, ce ressortissant slovaque s'apprête à prendre l'avion pour rejoindre sa fille et son épouse à Bratislava. Au moment de l'embarquement, il a égaré son billet de vol, ses papiers d'identité, mais parvient à s'installer dans l'avion. La police est prévenue, elle intervient sur le tarmac. L'homme de 38 ans est arrêté pour rébellion et emmené dans une cellule de l'aéroport. Josef Chovanec a des antécédents psychiatriques, mais dans un premier temps, il ne pose pas de problème particulier. Attention, les images filmées dans cette cellule sont extrêmement violentes. Une grosse partie de la nuit, M. Chovanec reste en cellule sans faire de véritable incident. Et puis par la suite, vous avez les incidents que vous voyez dans la vidéo que tout le monde a vu. M. Chovanec assène des coups avec sa tête sur la porte à plusieurs reprises. Donc les policiers interviennent immédiatement, tentent d'entrer dans la cellule et de maîtriser M. Chovanec pour d'abord évidemment le protéger de lui-même. Et quand on tente de le maîtriser avec des menottes, il n'arrête pas. Donc il faut forcément le maintenir physiquement. Et donc mon client, qui maintient notamment celui dont vous parlez, il maintient M. Chovanec au niveau de la ligne d'épaule. À aucun moment, il n'étouffe M. Chovanec, et d'ailleurs les expertises ne démontrent aucun signe de strangulation ni d'étouffement. L'intervention de la police va durer de longues minutes avant qu'un médecin n'entre dans la cellule. Josef Chovanec reçoit alors une puissante injection, puis tombe dans le coma avant de décéder 3 jours plus tard à l'hôpital. Le SMUR a pris quand même une vingtaine de minutes afin d'arriver, ce qui, à mon sens, constitue également un problème. Et donc, il a fallu le maîtriser pendant une vingtaine de minutes, le temps que le SMUR arrive. Évidemment, quand vous avez une personne qui se fracasse la tête contre le mur ou contre la porte de la cellule ici, vous ne pouvez pas rester derrière la caméra et attendre que le SMUR arrive. Lors de cette intervention, l'attitude d'une policière va donner à la mort de Josef Chovanec une toute autre dimension. La policière en question n'a que 19 ans et 6 mois d'expérience à la police. Alors que ses collègues tentent de maîtriser Josef Chovanec, elle effectue un salut nazi, le sourire aux lèvres. En réalité, on est dans une situation où vous avez quelqu'un qui parle un langage de façon très forte, de façon un peu en langue allemande. C'est comme ça qu'elle comprenait les choses, et donc ils essayaient de communiquer d'un bout à l'autre. Et elle a voulu mimer le fait qu'il parlait effectivement comme un Allemand. C'est le geste qu'elle a fait. C'est un geste malheureux, évidemment, parce que quand il est filmé, il est interprétable. Quand elle fait son salut nazi, vous savez ce qu'elle fait? Elle explique à une collègue qui est en dehors de la cellule, qu'on ne voit pas sur les images. Parce que la collègue lui dit, mais il parle comment ce monsieur? Le slovaque, c'est une langue un peu gutturale comme ça. Et cette jeune policière qui est complètement dépassée par les événements veut dire qu'il parle allemand. Et elle fait ça. Voilà. Ça, c'est l'explication. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est tolérable? Non. Non, on l'a dit, c'est non. Je lui ai dit tout de suite, quand je l'ai eu en législatoire, ma fille, tu vas te prendre une sanction lourde. Ben oui, je m'en rends compte, Elle va trouver sa hiérarchie pour signaler ce qui s'est passé. Et voilà. Et sa hiérarchie dit quoi? Je pense que ce qui a été dit, c'est qu'effectivement le geste était inapproprié, mais que compte tenu des explications qui étaient données,
il n'y avait pas lieu d'y réserver suite. Elle était elle-même consciente de la situation. Et donc, ça ne devait pas engendrer de réaction, je vais dire, démesurée. La policière n'est pas sanctionnée. Elle poursuit normalement sa carrière. Mais 2 ans et demi plus tard, les images de l'intervention en cellule fuitent dans la presse. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, un décès suspect à l'aéroport de Charleroi. Les faits ont plus de 2 ans, mais une vidéo interpelle notamment sur le rôle et l'attitude de la police. Une fuite orchestrée par la veuve de Joseph Chovanec, qui estime que les policiers sont responsables de la mort de son mari. I didn't have any other choice. For me, it's difficult as well. Nothing can bring him back anymore. But at least maybe someone else gonna be saved from these beasts. Les images se retrouvent rapidement sur les réseaux sociaux sans que les visages des policiers ne soient floutés. Une fresque de la policière, faisant le salut nazi, est même dessinée sur un mur à Anvers. Cette histoire a détruit sa vie. Vous avez 19 ans, vous êtes jeune, la petite vingtaine, vous avez l'avenir devant vous, vous avez une vocation, c'est-à-dire que vous voulez exercer ce métier-là parce que vous estimez que c'est toute votre vie et que vous allez tout donner pour, quelque part pour bien faire ou vous mettre au service des autres. Et puis, en une fraction de seconde, parce que vous avez un geste malheureux, votre vie bascule. L'indignation est générale. La policière est suspendue sur le champ, ce qui donne l'impression que toute sa hiérarchie découvre, 2 ans et demi après les faits, ce qui s'est passé ce jour-là en cellule. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, les numéros 1 et 2 de la police fédérale sont sommés de s'expliquer devant le Parlement. Ils accusent le coup. Vous demandez qui a vu quoi au sein de la police. J'aimerais bien aussi le savoir. Ce qui m'a choqué aussi, c'est de ne pas avoir été au courant de ce qu'il y a sur ces images. Cette version laisse sceptiques les avocats des policiers. Excusez-moi, mais il y avait quand même une volée de personnes présentes ce jour-là. Il y a eu des débriefings à la suite de ces faits. Si on me dit qu'on n'a pas regardé la vidéo dans le chef de la hiérarchie alors qu'il y a eu un mort en définitive, écoutez, là, il faut vraiment se poser des questions. Il faut vraiment quand même se dire qu'au niveau de la hiérarchie, il y a un gros souci. Donc je ne peux pas imaginer qu'il y ait une instruction, on parle d'une personne décédée en cellule, qui n'arrive quand même pas tous les jours, fort heureusement, et que des supérieurs n'aient pas vu la vidéo. On est quand même dans un cas où il y a une vidéo de tous les faits. Alors, qui a vu ces images? 15 jours après le décès de Joseph Chovanec, elles sont envoyées au comité P, l'organe de contrôle externe des services de police. Plus précisément, à son service d'enquête. Mais pas à la direction que nous avons rencontrée. Si le service d'enquête travaille pour l'autorité judiciaire, les membres du comité n'ont pas accès au dossier. Donc, bien évidemment, on n'a pas vu les images non plus. Vous comprenez que ça puisse interpeller et que même des gens puissent mettre en doute le fait que personne n'était au courant de tout ça? Tout le monde, le comité P, s'est posé la même question, mais on a examiné chaque élément et chaque mail qui a été envoyé. Et je suis désolée, mais on a dû constater que c'était le fait que la hiérarchie n'a pas pris connaissance des images. Ces explications ne convainquent pas grand monde, pas même les représentants des policiers. Il y a une procédure à la police qui existe et qui dit quand vous risquez d'être poursuivi en justice pour des faits inhérents à votre qualité de policier dans le service, la police doit vous fournir un avocat. C'est l'article 52, je pense, de la loi sur la fonction de police. Ici, tous les policiers impliqués dans l'affaire Chovanec ont bénéficié de l'article 52 et la police fédérale leur a accordé l'avocat. Donc vous voyez que tout le monde était au courant de ça. Donc, enfin, toute la hiérarchie de la police dit on n'est pas au courant. Mais c'est des menteurs. On n'a pas vu les images. Mais moi, j'ose vous le dire, ce sont des menteurs. Ah, pas vu les images, je ne sais pas. Ils ne sont pas au courant, ce sont des menteurs. Quand elles existent, les images doivent permettre d'établir la vérité en cas de décès suspect ou de suspicion de violence policière. Ces images, elles sont au cœur de la suite de notre enquête. Direction le RAC, le principal complexe cellulaire de Bruxelles. Ici, absolument tout est filmé
y compris l'intérieur des cellules. Malgré cela, 3 personnes y ont perdu la vie ces 2 dernières années. Pour la première fois, une équipe de télévision a reçu l'autorisation d'y filmer, mais instruction judiciaire oblige, nous ne pourrons poser aucune question sur ces décès suspects. C'est ici qu'arrivent tous les détenus privés de liberté, que ce soit judiciairement ou administrativement, pour être pris en charge et placés en cellule. Chaque année, plus de 10 000 personnes passent par ici. Et tout est fait, nous explique-t-on, pour assurer la sécurité et garantir au mieux la dignité humaine des détenus. On a un point d'honneur au niveau du service à faire respecter ces droits pour les personnes en tant que telles. Même si parfois, c'est clair que ce n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours des personnes faciles, on a des personnes sous influence, des personnes violentes qui insultent. Et voilà, donc on doit rester professionnel et avoir une excellente maîtrise de soi pour gérer ce genre de personnes. Nous arrivons ici dans la zone de travail. Pour y parvenir, les mesures de sécurité sont pour le moins importantes. Vous avez juste en face de vous le local de supervision avec tous les écrans de caméras de surveillance du complexe cellulaire. Là, malheureusement, je ne peux pas vous donner accès à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est un local de supervision avec les écrans de surveillance qui donnent accès à toutes les caméras où les détenus sont installés avec une surveillance en live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, on ne peut pas filmer? Non, ça, c'est pas prévu par là. Ça, par contre, le matin du 12 janvier 2023, il est précisément 6h14 lorsque Sourour Abouda arrive menottée à l'intérieur du complexe cellulaire. On vous l'a expliqué, elle a beaucoup bu. Elle est également sous l'influence de médicaments. Au niveau des personnes qui transitent par ce complexe cellulaire, on remarque ces dernières années qu'on a de plus en plus de personnes, pas spécialement dans le cadre d'une ivresse publique, mais sous influence de médicaments, de stupéfiants. C'est assez effrayant d'ailleurs pour vous le dire, hein, sincèrement, oui. Oui, tout à fait. Va avec les inspecteurs et après je vais demander pour que tu revoies le médecin, ça va? Mais nous, au niveau de notre règlement interne, par mesure de précaution, dès qu'on a affaire à une personne sous influence, on va d'office faire un examen médical auprès de l'hôpital. Malgré son état et contrairement aux procédures, Sourour Abouda ne verra aucun médecin. À 6h38, elle est placée dans l'une des 18 cellules du complexe cellulaire. Toutes font la même taille et disposent des mêmes mesures de sécurité. Et donc ici, vous avez l'exemple d'une cellule d'un détenu qui doit faire 4,5 mètres carrés de superficie. Chaque cellule est équipée d'une caméra de surveillance qui filme en continu et vous avez également un parlophone sur lequel le détenu peut appuyer pour entrer en contact avec le centre de commandement, donc le centre de supervision. Parfois, c'est pour demander de l'eau, parce que comme je vous l'ai dit, l'eau est à discrétion. À son arrivée en cellule, Sourour Abouda reçoit une couverture et une bouteille d'eau. Sur les images que nous avons pu consulter, on la voit tambouriner sur la porte avant de se rasseoir sur la couchette. Quelques minutes plus tard, elle se place devant la caméra, retire son t-shirt, le noue autour du cou et commence à serrer avant d'interrompre son geste. 3 minutes après, alors qu'elle se dirige une nouvelle fois vers la porte, Sourour Abouda s'écroule au sol. Dans une autre cellule se trouve Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, inculpée dans le Qatargate, une vaste affaire de corruption présumée. Entendue par les enquêteurs du comité P, voici ce qu'elle déclare. J'ai entendu des cris et quelqu'un qui tapait sur la porte. J'ai entendu un homme et une femme. Même si je ne parle pas français, j'ai compris que ces personnes qui criaient appelaient à l'assistance. Et le ton était celui de personnes désespérées. Selon les résultats de l'autopsie, Sourour Abouda serait décédée des suites d'une asphyxie. Mais a-t-elle appelé à l'aide sans qu'aucun policier ne lui prête assistance? Voici l'audition du policier en charge ce jour-là de la surveillance des cellules. Avez-vous visionné ou regardé les images caméra de la cellule numéro 7? Personne ne devait regarder les caméras en particulier. Tout le monde et personne étaient chargés de cette mission. Un défaut de surveillance aux conséquences dramatiques. D'autant qu'il faudra 70 minutes avant qu'un premier policier n'intervienne en cellule. Comment expliquez-vous que l'intervention policière n'a pu avoir lieu que 70 minutes après la chute de la victime au sol? C'est qu'on ne l'a pas vu. Si nous avions vu quelque chose, nous serions intervenus. Depuis la caméra, on pouvait uniquement voir le bas de son corps.
Certains détenus se sentant oppressés se couchent souvent près du dessous de la porte pour sentir l'air circuler. On ne comprend pas que personne n'ait vu qu'elle était écroulée sur le sol. Quelqu'un aurait dû le voir et c'est vraiment problématique. On le rappelle, c'est le 3e décès en 2 ans de personnes d'origine étrangère. 3 décès, beaucoup de plaintes quand même de violences policières en quelques années. Ce sont quand même des chiffres qui interpellent. Sous les 3 décès, on va laisser suivre l'enquête, mais on sent bien que c'est des personnes qui avaient des problèmes, en tout cas, d'assuétude, d'après ce que j'ai, parce que je n'ai pas pu accès aux rapports. Je dis, c'est toujours le problématique pour un bourgmestre, c'est qu'on est en pleine enquête là-dessus. Alors après, est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est un mauvais suivi? On peut en parler. Il y a un devoir de protection de la police. Et vous êtes sous la responsabilité de la police. Oui, mais ce n'est pas la police, comme je l'ai entendu, qui est allée tuer une personne. Pourquoi est-ce que, de manière générale, on ne surveille pas ces caméras? Et ça n'est pas uniquement une faute individuelle, c'est aussi quelque chose de structurel et donc une responsabilité de la zone, une responsabilité de l'État. Ça fait 30 ans que j'ai exercé le métier de policier, mais je me suis retrouvé viré, sans plus pouvoir travailler, sans revenu. Voilà, c'est donc un dossier très épineux. Stéphane Kissel a longtemps été commissaire dans un service de proximité. Un homme d'expérience qui, comme les autres policiers qui nous ont aidés dans notre enquête, a osé dénoncer certains dysfonctionnements. Sauf que lui a été démis de ses fonctions, malgré un statut particulier. Je suis lanceur d'alerte pour le Parlement fédéral et j'ai obtenu une protection formelle comme lanceur d'alerte. Motif du licenciement, avoir trahi son secret professionnel en divulguant des informations sensibles, notamment sur la façon dont se déroulent les détentions. Selon Stéphane Kissel, dans certains commissariats, il n'y aurait plus de véritable contrôle de leur légalité. Les carences sont apparues parce que les registres de privation de liberté n'étaient plus corrects. On ne remplissait plus correctement le responsable de la privation. Les heures de début, la fin, les motifs et tout ça. Donc c'était laissé au grand hasard. Une fois, ça peut être un hasard, 2 fois, c'est une coïncidence, 3 fois, ça devient une habitude. Et donc, il y a un grave souci. Il y a un très grave souci à ce niveau-là. Voilà. Pour vous, un certain nombre de décès qui ont lieu dans des commissariats de police auraient pu être évités. Ils auraient pu être évités? Ils auraient pu être évités. Et au niveau des blessures graves et des décès de collègues dans l'exercice de leurs fonctions, ça aurait pu être évité également. Lorsqu'un policier veut dénoncer un dysfonctionnement au sein de son service, il peut demander le statut de lanceur d'alerte. Ce statut est octroyé par le comité P qui met alors en place des mesures pour protéger le policier d'éventuelles représailles. Comment se fait-il qu'on puisse vous virer de la police alors que vous avez obtenu ce statut de lanceur d'alerte? C'est très étonnant. C'est très étonnant. D'ailleurs aussi, je n'ai jamais été auditionné par le comité P, même à ma demande. Je ne peux pas me prononcer sur un dossier concret, mais si quelqu'un estime qu'il est victime des représailles suite à la dénonciation, le comité va demander au responsable qui a pris ces mesures de prouver qu'il n'y a pas de lien avec la dénonciation qui a été faite. Le comité P, pour vous, est-ce qu'il contrôle efficacement le service de police aujourd'hui? Non. La mission du comité P, c'est de contrôler efficacement les services de police et de garantir des enquêtes indépendantes en cas de suspicion de violences policières. Mais l'institution est fortement critiquée, notamment parce que l'écrasante majorité des enquêtes sont traitées par des policiers en exercice, pas par des inspecteurs indépendants. 2% des plaintes sont traitées par ces gens-là. Les 98 autres % ne sont pas traités par le comité P et sont essentiellement traités par la police. La plupart des plaintes sont transmises à la zone de police concernée pour nous donner un peu plus d'explications ou bien pour examiner la plainte. Chaque année, le comité P reçoit plus de 3000 plaintes pour des faits de violence policière.
Mais pour toutes les traiter, il ne dispose que d'une quinzaine d'enquêteurs à temps plein. Je pense que si on supprime le comité P demain, ça ne changera rien du point de vue du respect des droits des citoyens face à la police. Le jour où je recevrai une motivation objective pour douter l'objectivité du comité P, je changerai d'avis, mais jusqu'à présent, les critiques ne sont pas objectivées. Alors combien de plaintes traitées par le comité P sont finalement transmises à la justice? Il n'existe aucune statistique. Mais une chose est sûre, lorsque les policiers osent dénoncer le comportement de ceux qui ternissent l'image de la profession, les dossiers ont plus de chances d'arriver devant les tribunaux. Il me vient à l'esprit une situation qui était vraiment totalement scandaleuse. C'est une policière qui fêtait son anniversaire et ses collègues ont été chercher des personnes en situation précaire, à la fois sur le plan de séjour, SDF, etc., lui ont apporté comme cadeau pour les tabasser. Ils ont été sanctionnés, ils ont été exclus, etc. Mais ce phénomène-là, on l'a su parce que ce sont des collègues qui ont vu ça et ils ont dit « ça c'est insupportable, je n'accepte pas ». Et eux ont fait preuve d'intégrité dans ce cadre-là. Il y a des policiers qui se comportent super bien, qui sont là, qui font vraiment leur travail, qui représentent énormément leur uniforme, mais qui sont coupables parce qu'ils ne dénoncent pas tout ça. Il faut que les personnes qui voient toutes ces bavures policières les dénoncent. Même le bon policier, entre guillemets, il sait très bien ce que ses collègues y font. Il sait c'est lequel de ses collègues qui tape. Ils le savent, mais ils disent rien. Donc pour moi, tu es tout autant coupable. Tous ces racistes, ces fachos, déjà pour moi, ils n'ont rien à faire en liberté. Ça doit être condamné fermement. Des policiers qui osent parfois dénoncer. Souvenez-vous, au début de notre enquête, nous vous parlions d'une lettre envoyée à la hiérarchie de la zone Bruxelles-Midi. Un rapport administratif dans lequel 18 policiers dénonçaient le racisme et le sexisme de leurs collègues impliqués dans la collision mortelle avec Adil Charron. À l'époque, rappelez-vous, son chef de zone estimait avoir fait ce qu'il fallait en le déplaçant dans un autre service. Une position qu'il assume toujours aujourd'hui. Cet autre service, c'est un service où il y a le plus grand pourcentage des gens qui sont d'origine, la diversité de notre zone de police. Et comme preuve qu'on a fait le bon choix, moi je vois qu'il n'y a aucun problème actuellement avec le fonctionnement de ce garçon, avec ses collègues de toute origine. Et ça me rassure qu'on a pris la bonne décision. Mais une enquête est ouverte. La justice s'est en effet saisie de l'affaire Adil après le témoignage d'une autre collègue de ce policier. Dans sa déposition, cette policière dénonce une banalisation du racisme de la part de sa hiérarchie. Dans notre zone, il ne semble pas répréhensible de déclarer aux membres du personnel « Il est où l'autre bougnoul ? Elle, je la prendrai bien par ses petites tresses. On va aller chasser du bougnoul. » L'inspectrice rapporte aussi, dans son témoignage, les mots qu'aurait prononcés le policier impliqué dans la collision mortelle avec Adil Charron. L'inspecteur principal a tenu des propos racistes par rapport au jeune Adil. Il m'est également revenu de ces hommes qu'il se vantait d'en avoir sorti un de la rue par rapport à la mort du jeune Adil. Il se serait également vanté d'avoir déjà tué. On peut se poser la question de l'honnêteté de la personne qui l'a fait, parce que c'est quelque chose juste qui sert à nuire la police, l'image globale, et nuire à la personne qui est ce garçon. La personne qui dit ça, la policière, est-ce que vous êtes sûr qu'elle est blanche comme neige, qu'elle n'a pas aussi des choses à se reprocher, cette dame? Ça pourrait être quoi, un règlement de compte, par exemple? Je pose la question, très sincèrement. Je ne peux pas vous en dire plus, mais la question doit se poser, vraiment. Nous avons contacté la policière. Elle a refusé de s'exprimer devant nos caméras, mais par écrit, elle dément fermement ces accusations. M'imputer de telles infractions relève de la calomnie. Les faits sont clairs et limpides. Des propos racistes et sexistes ont été tenus. Pour notre chef de corps, ce qui est dérangeant, ce n'est pas que de tels faits se produisent au sein de notre zone, mais uniquement que de tels faits soient portés à la connaissance de tous. Les semaines passent, mais la mobilisation citoyenne autour de l'affaire Adil ne faiblit pas. Proches et citoyens réclament toujours la suspension du policier. Ce soir-là, ils viennent mettre la pression lors d'un nouveau conseil de police.
Un conseil auquel assiste le bourgmestre d'Anderlecht, qui a toujours décliné notre demande d'interview et qui refuse une fois de plus. Il y aura moyen de vous poser des questions à la sortie du conseil de police? Aucun commentaire? Aucun commentaire. À l'intérieur, les débats sont animés et la tension palpable. Un porte-parole des citoyens interpelle les responsables politiques. Les mots sont durs et les critiques très précises. Ce qui nous a choqués et la raison de notre interpellation ici, c'est l'impunité et l'absence de réaction des responsables politiques de la zone. Je vous remercie. Les responsables politiques, ce sont les bourgmestres des 3 communes de la zone de police. Tous assurent ne pas avoir eu connaissance des accusations de racisme à l'encontre du policier impliqué dans la collision mortelle avec Adil. Il est tout simplement faux de dire que j'aurais reçu ces informations en octobre 2022 et je vous mets au défi de prouver le contraire. Quant aux accusations de racisme structurel au sein de la zone de police Bruxelles-Midi, elles sont à nouveau fermement démenties. Notre police n'est pas raciste ou sexiste. Elle est et se veut mixte et représentative de notre société bruxelloise. Plus de cow-boys dans la police de Bruxelles. Combien d'enfants ici ont des probabilités de mourir face à la police parce que c'est des enfants d'immigrés? Je pense qu'on va clôturer les débats. Nous avons répondu à toutes les questions posées. Je vous remercie. Ça clôture les interpellations citoyennes. Finalement, aucune sanction ne sera prononcée contre le policier incriminé. Avant de quitter les lieux, nous tentons une nouvelle fois de poser nos questions, sans plus de résultats. On peut vous demander quand même 2 mots, après cette soirée un petit peu animée. Je ne m'exprime pas sur les dossiers qui sont à l'instruction. On vous a senti énervé aussi quand même à un moment sur les accusations que vous étiez au courant bien plus tôt. Oui, parce que c'est faux. Vous n'étiez pas au courant plus tôt? Non. Vous ne voulez pas me répondre? Non. Bonne journée. Au revoir. Justice pour Sourou! Justice pour Sourou! Obtenir justice. C'est le combat que mènent de nombreuses familles de victimes qui accusent certains policiers de violence. Nous nous tenons aux côtés de ceux qui ont perdu un être cher de manière tragique et injuste. Mehdi, Zourour, Mohamed Amin, Mounir, Ilias, Sabrina, Wassim, Maouda et j'en passe. Ces 10 dernières années, 42 personnes sont mortes à la suite d'une intervention de la police. Trop de nos concitoyens noirs, arabes, roms, sans papier sont morts entre les mains de la police. Quand on voit le nombre de personnes qui sont décédées au cours des dernières années, c'est presque chaque fois des personnes d'origine étrangère. Donc là, il y a une dynamique collective dans le fonctionnement de la police qui interroge. Si la police peut continuer à être problématique de cette manière-là, c'est parce que les autorités politiques le permettent, voire l'encouragent. Et c'est parce que la justice aussi, d'une certaine manière, le permet, voire l'encourage. Parmi ces décès, beaucoup ont été classés sans suite, sans même qu'un procès puisse avoir lieu. C'est le cas de la mort de Lamine Bangoura. Cet ancien footballeur professionnel de 27 ans devait être expulsé de chez lui parce qu'il n'avait pas payé plusieurs loyers. Il est mort asphyxié après avoir été menotté. La justice a considéré que l'intervention des 8 policiers était proportionnée et qu'il ne devait pas être poursuivi. Et puis, il y a d'autres décès suspects qui sont aujourd'hui à l'instruction, pour lesquels les familles attendent que la justice se prononce. Les familles de morts entre les mains de la police sont des victimes. Ils ont perdu quelqu'un. Et légitimement, ils essayent de comprendre. Ils se retrouvent devant un pouvoir judiciaire qui est très opaque, qui est très fermé et qui est très lent, extrêmement lent. Certains dossiers ont 8 ans. Mais comment voulez-vous que les familles ou les policiers impliqués vivent avec cette chape? Et alors ça crée un sentiment ou de grand complot ou d'impunité des deux côtés. Enfin, 8 ans, c'est quand même quelque chose qui n'est pas audible. Une lenteur qui renforce le sentiment d'impunité ressenti par toute une partie de la jeunesse. On n'y croit pas du tout en la justice. Alors là, pas du tout. Et on espère que ça évoluera et qu'un jour on puisse faire confiance à la justice, qu'on puisse faire confiance aux forces de l'ordre, qu'on puisse enfin vivre ensemble. Il faudrait qu'à un autre, une fois pour toutes, il y ait une condamnation quelque part.
Les jeunes, quand ils marchent dans la rue, ou quand c'est tout le temps la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est la justice. Ils disent tout le temps, pas de justice, pas de paix, parce que pour eux, ils veulent une justice. Ils veulent qu'à un moment ou un autre, on reconnaisse enfin, que oui, Adil ne méritait pas la mort. Selon une étude récente, à Bruxelles, 76% des jeunes ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils croisent la police. Le discours des jeunes est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas contre la police. Généralement, ils sont demandeurs que la police intervienne dans les quartiers dans lesquels ils vivent, qui sont souvent des zones un peu sensibles et parfois difficiles. Donc dans leur discours, il y a quelque chose d'assez mature, mais ce qu'ils demandent surtout, c'est qu'ils soient traités avec respect et avec équité. Je pense que les policiers sont à la fois les premières victimes des violences policières, mais en même temps, ils ont une responsabilité énorme à ce qu'on puisse sortir de cette situation. Alors que vaut la parole de ces policières et de ces policiers qui nous ont aidés à mettre en lumière ce qui se passe dans leur commissariat? Et quelles sanctions pour ceux qui se croient au-dessus des lois? À l'heure de boucler notre enquête, ces deux questions restent sans réponse. Mais une chose est sûre, si d'aucuns espèrent des procès publics, beaucoup redoutent qu'il en aille autrement.